Système de guidage. Branché. Pilote automatique. Présent. Indicateur de matière obscure. Il fait un bruit. Tous les systèmes opérationnels. C'est parti. Ça va, vous secouer un petit peu. Qu'est-ce que c'est pas possible de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le travail. Voilà ce qu'il fallait dire à ce bon peuple. Voilà ce qu'il fallait dire. C'est un exercice qui peut provoquer des vomissements, ou des vertiges ou des déséquilibres. Travail du cervelet, travail de la rate, travail du foie. Ça va vous secouer un petit peu. Et voilà le travail. Il faut vraiment que vous soyez décidés à changer les choses de ce monde en disant ça n'existera plus jamais. Et nous pensions que c'était effectivement la période où nous allions changer ce monde que nous espérions vous laisser et que vous n'avez pas. T'as entendu? Non. Je devrais entendre quoi? Je sais pas, j'ai entendu un truc. Oula, t'es un peu stressé en ce moment, non? T'as pas peur, toi, avec tout ce qui se passe? Non. Mais c'est pas comme si on était envahi par les Allemands. C'est sûr, mais on s'en approche. Quoi? Les Allemands? Encore? Non, je sais pas, les étrangers, les Roms, les musulmans. Comment? Les musulmans. Les capitalistes, oui. Ils ont déjà pratiquement tout pris. Ils sont pratiquement en train de reprendre tout ce qu'on avait conquis à la fin de la guerre. Ah ouais. Mais comment on a fait à l'époque? On n'avait pas peur. Quel est donc dedans la plaine, ce grand bruit qui vient jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur les cailloux. C'est le grand Lustucru qui passe, c'est le grand Lustucru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. C'est Radio Campus, vous écoutez Travaille ta gauche, l'émission qui devrait surveiller sa droite. Pendant 1 heure, et tous les premiers et troisièmes lundis du mois, nous nous adressons à votre entendement. Nous avons posé notre micro à l'espace Angela Davis de Lille, local du PCF. Il y avait cet après-midi 2 résistants, Guy Béziade et Pierre Charret, membres du Parti communiste français et 3 militants des jeunesses communistes. Ils ont parlé de la résistance hier et aujourd'hui, après avoir vu le documentaire de Gilles Perret, Les Jours Heureux, qui revient sur la constitution du programme du CNR en 1943. Nous entendrons aussi sur le sujet Annie Lacroix-Rise et Jean-Luc Mélenchon. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Mon père a fui l'Italie fasciste. Mon père et mon frère sont rentrés très tôt dans la résistance. J'ai participé à mon premier déraillement à l'âge de 16 ans et demi dans le sud, puis j'ai été muté dans les maquis de la Creuse. De la Creuse étant d'origine italienne, on m'a fait partir à la main-d'œuvre des FTP-MOI à Lyon. À 87 ans, Léon Landini ne cesse de répéter que la résistance ne s'est pas limitée à un fait d'armes,
mais qu'elle portait aussi un projet de société révolutionnaire consigné dans le programme du Conseil national de la résistance. Un programme rédigé et signé dans la clandestinité par l'ensemble des partis politiques, des mouvements de résistance et des syndicats. Un programme intitulé magnifiquement « Les jours heureux », dont nous bénéficions encore tous les jours et qui donna naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, à la liberté de la presse, aux comités d'entreprise, etc. Malheureusement, cette belle histoire n'a pas été racontée. Il y a maintenant urgence de le faire, ne serait-ce que pour questionner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est quoi, au fait, ce CNR? Du fait de ses convictions politiques, Jean Moulin est révoqué par Vichy. Il fait alors un tour de France afin de répertorier les mouvements qui commencent à s'organiser, puis part à Londres en faire part au général de Gaulle. Celui-ci lui demande d'unifier les mouvements non communistes de la zone sud. La résistance intérieure étant majoritairement de gauche, le général sait qu'il va devoir lui donner des gages sur le terrain social s'il veut qu'elle s'unifie sous son nom. Après plusieurs mois de discussions, parfois âpres, Jean Moulin réussit cette unification. Grâce à l'action des francs-tireurs et partisans, un peu partout les bombes éclatent. Dans les cinémas, dans les maisons closes, dans les librairies allemandes. La peur, c'était 26 heures par jour. Parce qu'il y avait des moments où nous avions tellement peur qu'elle comptait double. Toutes nos opérations se faisaient à visage découvert. Et n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, on pouvait nous reconnaître. Alors, on vivait continuellement sous la peur. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Le général Giraud prend le commandement des forces françaises à Alger sans renier la politique de Pétain. Quelques mois plus tard, en février 1943, la victoire de l'URSS à Stalingrad laisse entrevoir une victoire possible. Pour la résistance, la nécessité de s'organiser se fait de plus en plus pressante. En 1943, Jean Moulin est revenu pour la seconde fois à Londres avec mission de créer cette fois non seulement le regroupement des mouvements de résistance du zone sud, mais un regroupement national dans le cadre d'un Conseil national de la résistance. Quand ont lieu les discussions pour la création du CNR, les mouvements ne sont pas du tout favorables à l'introduction des partis politiques. Donc il y a un véritable antagonisme. Et il y a l'idée, je crois à distance on peut dire chimérique, mais ils y croyaient très, très fortement, que les mouvements peuvent créer une nouvelle vie politique. Au fond, nous considérions qu'il y avait un parti politique qui résistait, c'était le Parti communiste. Il y avait un autre qui, tout en n'ayant pas en tant que tel d'activité résistante, avait tellement de membres et de dirigeants dans nos mouvements et dans les mouvements de zone nord, c'était le Parti socialiste, qu'on pouvait considérer que c'était un parti résistant lui aussi. Puis pour le reste, ça n'existait pas. Les autres n'avaient pas d'existence résistante. C'était des partis d'autrefois. Alors, on n'était pas du tout chaud quand Moulin a commencé à venir nous parler de la nécessité de constituer un agglomérat qui comprendrait aussi les partis. C'était une très grande étape qui était aussi importante dans la conjoncture du moment parce que De Gaulle était engagé dans une rivalité dangereuse avec le général Giraud qui avait pris le pouvoir sur l'Afrique du Nord libérée et qui, soutenu par les Américains, menait une politique qui était la politique de Vichy. Il y a une vraie incertitude. Giraud a des atouts et notamment l'appui des États-Unis d'Amérique. Et même de Winston Churchill, qui finalement trouve que De Gaulle est un allié très malcommode. Et pour De Gaulle, l'unification c'est crucial parce qu'il ne peut l'emporter dans sa lutte face à Giraud et il ne peut être un interlocuteur à part entière pour les Alliés que si la résistance dans son intégralité le reconnaît pour chef. Mais pourquoi on en vient à écrire un programme politique en 1941 et comment sa rédaction a-t-elle été organisée? À partir de l'automne 1943, les choses sont à nouveau en ordre de marche et c'est le moment où vient sur la table la question d'un éventuel programme que concocterait ce Conseil national de la résistance. Voilà, ça c'est la discussion, ça c'est les remarques donc, du Parti communiste au premier programme des socialistes. C'est d'une extraordinaire complexité. Ce qui est miraculeux, c'est qu'ils arrivent à quelque chose.
Ces gens-là, quand ils se rencontrent, risquent leur vie. Dans une assemblée, la droite peut parler à la gauche, mais chacun est sur ses bancs. Là, c'est pas comme ça que les choses se passent. Ça veut dire qu'on peut être communiste, sectaire, stalinien, et trouver qu'un démocrate chrétien comme Bidault, c'est un type estimable. Et ça, c'est pas si simple. Et donc ça déroge aux règles les plus établies de, j'allais dire, de l'habitus politique. C'est le communiste Villon qui joue un rôle clé dans la partie finale, c'est-à-dire le moment où il faut se mettre d'accord pour signer ce texte. Je pensais qu'il fallait d'abord savoir comment s'en sortirait de cette occupation. Et je me suis dit qu'il fallait saisir l'occasion et ajouter à ce programme d'après-guerre un programme d'action immédiate. Tout le monde devait participer d'abord, et c'était l'élément fondamental, à la libération. Sans la libération, ou la libération venant d'ailleurs, nous n'avions plus droit à la parole. Le programme du CNR, il a 2 volets parfaitement distincts, un volet d'action immédiate et un volet de réforme profonde à mener. Les deux sont indissociables. Ce qui veut dire que l'action immédiate, c'est ce qui paraît le plus important aux gens qui agissent à l'époque, et donc c'est bien ce sur quoi on va se focaliser, mais tout ça n'a de sens que si on a un projet politique. C'est-à-dire que faire de la résistance, ça nécessite de penser politiquement la situation. Le centre de gravité politique de la résistance, entre 40 et 44, a considérablement glissé vers la gauche. Et de sorte que des gens qui sont de famille de droite, mais qui sont en 44 à la négociation, sont des gens qui sont beaucoup plus à gauche que beaucoup de nos gens de gauche aujourd'hui. Ils n'ont pas tout perdu, les gens de droite. Attention, malheureusement, ils ont empêché le CNR de prendre position sur la décolonisation, qui était probablement un des problèmes les plus importants d'après-guerre. Donc leur passage, leur trace est là. Les émissions de Travail ta gauche sont sur YouTube, tapez Travail ta gauche. Au fait, de quoi il parlait dans cette conférence à l'espace Angela Davis? Dans le début du documentaire, j'ai vu en fait, j'ai l'impression que le Conseil national de la résistance, ça a été une création un peu des appareils quoi au départ, donc de grands partis, de grandes organisations. Et je voulais savoir, vous, dans quelles circonstances vous avez appris justement l'existence de ce Conseil national de la résistance et du programme qui en suivait. Et aussi, qu'est-ce que vous avez, comment vous l'avez perçu ce programme? Est-ce que vous trouviez que c'était un vrai programme communiste? Au sujet du Conseil national de la résistance, je ne l'ai pas appris en 1944. En 1944, ma foi, j'étais comme ce camarade qui a parlé tout à l'heure. J'étais encore, je sortais des maquis, même encore dans les maquis. Je ne connaissais même pas une existence, ce qui existait à Londres. Je n'ai appris le Conseil national de la résistance que lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai quitté mon costume militaire et que je suis arrivé dans une entreprise. C'est là où je me suis trouvé en phase, justement, à ce Conseil de la résistance, sur les revendications qui étaient posées précisément par ce programme. C'est à ce moment-là, parce que vous voyez, ce que j'ai vu là, je l'ai appris il y a 1 an. C'est la 2e fois que je vois ça. J'étais étonné même de ce qui était passé à l'intérieur. Quand on parlait c'était voté à l'unanimité, ça a été voté à l'unanimité sur une question, la première question. C'est vrai, le premier choix du Conseil de la résistance, c'était se rebeller, la rébellion. Hein. Il fallait combattre le nazisme, le fascisme. La deuxième partie, vous avez vu que quand je suis rentré moi dans l'usine, j'ai vu que j'ai dû me coltiner encore, pas de suite, mais en fin 1947, j'étais encore devant des patrons qui commençaient véritablement à nous peler encore la laine sur le dos. Il y a eu des revendications de salaire, première chose, qui était d'ailleurs les comités entreprises. Alors là, je vais vous dire quelque chose. J'étais à Paris, j'étais ce qu'on appelle l'usine Ford, qui est devenue PSA, Poissy. Quand le premier, c'était en 1947, c'est la première fois où j'ai vu les flics devant moi. Parce qu'on réclamait déjà ce que le Conseil national de la résistance réclamait. C'était le pouvoir d'achat, la constitution des comités d'entreprise. Je vais vous dire mieux, quand je suis arrivé ici à Lille,
je suis arrivé à Fivelil. Dans les grandes boîtes, les comités d'entreprise, c'est vrai, se sont rapidement mis en place parce qu'il y avait la force. Je suis arrivé, j'ai changé, je suis arrivé dans une boîte. Vous savez ce qui s'est passé dans les boîtes? Quand est-ce que le comité d'entreprise a été réel? En 68. Il y avait un patron qui recevait le 1%, ceux qui étaient légués ou qui ont été à les usines, il y avait 1% qui était déclaré pour les comités d'entreprise, pour le fonctionnement. Eh bien, ce monsieur se servait de ça comme prix anti-grève. En 68. Vous voyez que c'est pas... le Conseil national de la résistance ne s'est pas formé comme ça. Alors, ce que j'ai vu, j'ai découvert, comme vous, ce qui s'est passé. Quand on me parlait quand même que c'était unique, je dis quand même, il y avait, quand j'ai vu le premier programme, quoi. Parce que il y a des gens qui n'ont jamais résisté, qui étaient dans le truc, qui ont lu ça avant moi. Hein. Moi, j'étais militaire. À ce moment-là, j'étais frontière partisan français. Vous savez, en 1944, moi, j'avais encore les armes sur le dos. Il ne faut pas plaisanter. Il y en a qui ont la libération, vive de Gaulle, vive de Gaulle. Moi, j'avais encore les frisés sur moi, quelquefois. Ou la milice, il n'y a pas que le choix. Là, vous voyez ce Conseil national de la résistance. Il ne faut pas croire que nous, on va apprendre tout ça. Nous apprenons, nous avons appris par ce film aussi. J'ai appris par ce film ce qui s'est passé. J'ai appris quand même, quand on parle le programme, on a parlé de Villon, justement. Villon est un communiste qui était au Front National de Libération. Moi, où j'étais engagé précisément dans la formation armée du Front National de Libération. Hein. Il ne faut pas confondre. Hein. Alors vous voyez que pour nous aussi, résistants, nous avons appris bien après. Et ce que j'ai appris le plus, c'est que dans les usines, quand il a fallu se scrutiner avec les patrons, il a fallu attendre 2 ans, même pas 2 ans. N'oubliez pas que dans le Nord, dernièrement on en a parlé, les mineurs qui faisaient grève en 1948 pour leur salaire se sont trouvés licenciés, se sont trouvés foutus à la porte ont été réduits à la pauvreté, et tout ça par un gouvernement qui aurait dû appliquer encore le Conseil national de la résistance. Et c'était un certain monsieur, un peu plus tard, monsieur Laniel, qui est là-dessus, qui a signé ça aussi. Ce monsieur Laniel, ça a été le premier ministre, je vous dis, il est là-dedans, il a signé ça. Il a été le premier à s'attaquer, justement, au Conseil national de la résistance. Alors, tu as parlé du communiste. Moi, évidemment, j'étais communiste. Je le suis encore. C'est vrai que, malgré tout, chez nous, il ne faut pas oublier que le Conseil national de la résistance s'est appuyé sur quelque chose dont on parle très peu. C'est ça. 36, les accords Matignon. Il faut en parler de ça aussi. Le problème du CNR, on n'en a pas discuté, c'est pas nous qui l'avons élaboré, mais on s'y est reconnu. Hein, toute la résistance, on s'y reconnaissait, évidemment. Et comme Guy le disait tout à l'heure, tout cela, on y reconnaissait aussi le Front populaire, les idées du Front populaire, celles qu'on avait voulu enterrer justement avec l'occupation, avec Vichy, et qui avaient gardé leur force aussi, et l'audience aussi du Parti communiste, son poids dans le Front populaire. On le retrouvait à la Libération, disons, dans le rapport de force, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le rapport de force politique qui s'est établi après l'écrasement du nazisme. Hein, c'est ça qui a dominé. Mais évidemment, ça n'a pas duré très longtemps. Et Chambéron disait tout à l'heure dans le film, c'est la guerre froide qui a donné un coup d'arrêt justement à tout ça. Et cette guerre froide imposée par les États-Unis. Et je pense que cette continuité de l'histoire, ces acquis du Front populaire qui ont été détruits, qui sont revenus à travers le programme du Conseil national de la résistance, c'est ça aussi qui explique, disons, notre engagement.
Guy, pour sa part, avait suivi les événements de la guerre d'Espagne. Moi aussi, nous étions tout jeunes à ce moment-là, mais ça nous a marqué aussi. J'avais un oncle qui convoyait des camions pour l'Espagne républicaine pendant le Front populaire, pendant la guerre d'Espagne. Et vous savez, cette guerre, ça nous avait marqué, ça nous avait déjà donné une conscience politique qui, même si on n'avait pas de délibération dans les conditions de la résistance, nous motivait notre combat et nous associait au travail politique qui a été fait dans l'élaboration du programme. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Là, on a un peu parlé des résistants et des partisans communistes en particulier, mais du côté des patrons, quel rôle ont-ils joué politiquement à cette période ? C'est l'historienne Annie Lacroix-Rize qui en parle. Le grand capital, plutôt que les autres, perçoit que les carottes allemandes sont cuites. Et le grand capital, appuyé sur les Allemands, souvent jusqu'en 1944, jusqu'à l'été 1944, s'appuyant sur les Américains de manière progressive, les uns en 1941, les autres en 1942, les autres en 1943, les autres en 1944, éventuellement d'ailleurs à l'été 1944. Ça, c'est la préparation de l'avenir. Vous ne résistez pas, vous échangez une situation comprador, qu'on prête volontiers à l'Italie, mais qui est celle de la France depuis le tout début du XIXe siècle. Vous échangez une situation de comprador, c'est-à-dire d'auxiliaire d'un tuteur plus puissant, contre une autre situation de comprador. Pour le nouveau tuteur, la question n'est pas de savoir, évidemment comme pour tout le monde, si l'Allemagne sera vaincue, mais quand elle sera vaincue, et je dirais dans les meilleures conditions pour l'impérialisme le plus puissant et dont le rôle financier dans la guerre, à défaut de rôle militaire, puisque le rôle militaire c'est les soviétiques qui l'occupent, dont le rôle financier est absolument déterminant dans la guerre. Donc, qui m'explique que le passage du Vichy sans Vichy, de Pétain, le projet de passer de Pétain à Végan, de Végan à Giraud, pas de Giraud à De Gaulle, parce que De Gaulle ne leur plaisait pas. De Gaulle avait établi des liens, je dirais, d'affection avec le peuple français qui gênait pour faire un Vichy sans Vichy, le Vichy sans Vichy que souhaitaient les États-Unis. De Gaulle avait besoin du soutien des communistes pour résister à la tutelle totale des États-Unis, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire à l'établissement de ce qu'on appelle l'AMGOT, c'est le sigle américain de gouvernement militaire américain, la formule des pays ennemis et satellites, ce qui est appliqué en Allemagne, ce qui sera appliqué en Allemagne, ce qui est appliqué en Italie. Et le PCF, bien entendu, a souci d'avoir un gouvernement le moins dépendant possible de l'impérialisme dominant. Il faut vraiment que vous soyez décidés à changer les choses de ce monde en disant « ça n'existera plus jamais ». Et nous pensions que c'était effectivement la période où nous allions changer ce monde que nous espérions vous laisser et que vous n'avez pas. Tenez-vous bien, tenez-vous mieux. Vous écoutez Radio Campus sur 106,6. Retournons à la conférence du 13 décembre 2014 à Lille. Moi, ça concerne surtout comment vous travaillez au quotidien avec les résistants dans les cellules. Parce que vous n'étiez pas tous communistes. Et justement, collaborer. Travailler avec des gens qui n'étaient pas communistes et qui n'avaient pas les mêmes idéaux que vous, comment ça se passait au quotidien ? Il faut faire une part dans la résistance quand même. Dans cette résistance, évidemment, j'appartenais à cette branche armée qui était l'FTP, dont on a dit que c'était des communistes. Ce n'est pas tout à fait vrai.
le noyau était communiste, c'est vrai, puisqu'il était parti en 1941. C'est les jeunes, justement, communistes, l'OS, qui avait formé un groupe, qui commençait véritablement. Donc, on a parlé justement de notre Guy Môquet, qui appartenait justement à ça. C'est eux qui ont lancé ça. Et le Parti communiste, à un certain moment, s'est posé la question, est-ce que nous allons continuer seuls, ce qui ne sera pas possible, ou allons-nous nous unir véritablement, ou nous chercher une unité pour combattre le nazisme? Donc, ce qui a été créé, c'était le Front de Libération, le Front National de la Libération. Le Front National de la Libération, précisément, c'est Villon, qui a été l'auteur justement de des Jours heureux, là, et qui a été le patron de ça, et qui a dit, à ce moment-là, il faut élargir tout ça. Donc, on a parlé d'un homme, je crois que c'est mon camarade, qui a parlé de François Mauriac. François Mauriac, c'était un grand bourgeois. J'en parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu presque auprès de châteaux. On ne le cite pas, mais le château de Malagar, j'ai habité juste à côté. Alors, vous voyez, je ne le connaissais pas, mais je le voyais passer de temps en temps. Je ne savais pas qu'il avait écrit déjà ce qu'il écrivait, que seul dans l'ensemble, la classe ouvrière avait été fidèle à la classe. Voilà. C'est lui qui a écrit ça. Il a écrit en 41. Il n'a pas écrit en 42 ni en 43. En 41, en plein ensemble. Donc, c'est un gars, même quand on parle de François Mauriac, c'est un gars qui a été quand même dans le Front National. Il a été à côté d'hommes comme, je crois, c'était, Aragon, comme Vercors, c'était les intellectuels, Debré, pas celui-là, l'autre, Debré, qui faisait les bombes à côté, justement, à la libération de Paris, qui faisait les bombes pour matraquer les nazis qui fuyaient. C'est ça. C'est ça, le Front National de Libération. Ce Front de Libération nationale, il a eu un écho même dans la jeunesse communiste. Pourquoi? Parce que j'ai parlé d'Union de la jeunesse républicaine de France. C'est justement ça. Ça a été formé par des jeunes communistes qui ont voulu que des jeunes se rassemblent sur nous. Faire l'union, une unité de trucs. Ça n'a pas duré longtemps, évidemment. Chacun a pris ses billes. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs, peut-être des erreurs magistrales. Il y avait quand même une force qui était à l'affût. C'était le grand patronat. N'oubliez pas que les patrons ils ont réagi très vite. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, c'est vrai, moi, j'ai eu des camarades. J'avais un bataillon, comme j'étais terminé dans un bataillon, justement, de la FTP. J'avais des camarades qui n'étaient nullement communistes, que j'ai revus après. Et quand on se réunissait, on avait encore les mêmes idées après la guerre. Et longtemps après la fin de la guerre, on avait les mêmes idées. Ils avaient des idées de gauche. Je ne sais pas s'ils étaient communistes. On en parlait. C'était des gars, même j'ai connu des gars qui étaient... D'ailleurs, je m'étais un peu accroché avec lui parce qu'il était dans une formation. Mais n'empêche, quand on discutait, c'était un gars on était ensemble, on avait combattu ensemble, il y avait cette solidarité de résistants. Ça, c'est certain, et à travers les appartenances. 50 ans après, j'ai retrouvé un homme, c'était un ecclésiastique, on s'est retrouvé 50 ans après, il avait ces idées culturelles. Moi, sa culture, je n'étais pas la même, c'est pas la même, mais nous avions, quand on était ensemble, il y avait quelque chose qui nous attirait, on était d'accord. Moi, je crois, tant que nous n'aurons pas rétabli une solidarité, parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire un tel appartenant. Il s'agit de discuter avec lui. Il ne s'agit pas de dire, ouais, tu appartiens à ça. Il y en a, évidemment, c'est incurable, je le sais bien. Je ne vais pas m'adresser à notre président de la République, il est incurable, le copain. Alors bon, et bien d'autres. Mais quand je vois certains, des hommes socialistes, comme moi, de mon appartenance, enfin, de mon rang, j'en discute librement avec eux.
Et il me compte, je le compte, et quelquefois, même maintenant, j'avais un professeur, justement, hollandiste 100%, que je rencontre, et bien maintenant, on discute librement, et elle me donne raison. Et moi, elle avait des raisons aussi, mais bah, elle est revenue en arrière, évidemment. Voyons ce qui s'y passe. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Assuré sur le plan des libertés. La liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Le rétablissement du suffrage universel. Promouvoir sur le plan économique. Une organisation de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. La nationalisation des grands moyens de production, des sources d'énergie, des compagnies d'assurance et des banques. Le développement et le soutien des coopératives de production. Promouvoir sur le plan social. Un plan complet de sécurité sociale. Le droit au travail et au repos. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. La reconstitution d'un syndicalisme indépendant. La possibilité effective pour tous les enfants de bénéficier de l'instruction et de la culture la plus développée. Ah ouais, quand même. Et on imagine que les gens qui ont écrit ça l'ont fait dans un contexte extrêmement menaçant. Un soir, je suis arrivé à un carrefour, il y a un type qui m'aborde et qui me dit « police allemande, papier ». Il se met la carte d'identité dans la poche, je dis hey, « monsieur », il sort le revolver, il me dit « tu fermes ta gueule ». Ils nous ont emmenés à la Gestapo, là les coups ont commencé à pleuvoir de plus en plus fort. Quand Barbie est rentré dans la pièce, ça fait du silence dans la pièce parce que les Français nous frappaient, les Allemands étaient assis à une table. J'ai eu l'enfoncement de la boîte crânienne, des vertèbres écrasées, testicules écrasés. J'étais à moitié évanoui, mais j'essayais tout de même de suivre ce qui se passait autour de moi. Il m'a souffleté, il m'a donné des coups de pied. Il m'a dit « Quel est ton chef ?» J'ai dit « Moi, j'ai pas de chef. » Il me dit eh ben, « Si tu veux pas parler, on va te faire passer à la baignoire. » Le soir, on m'a descendu à la cave. Il y avait 40 ou 50 personnes dans la cave. Il n'y avait plus personne qui avait visage humain. Tout le monde était défiguré. Moi, j'en ai vu un qui avait l'œil qui pendait à l'extérieur. Tout le monde était dans un état lamentable. Et à un moment donné, ils nous ont dit « Bon, on vous emmène ». Et le gars qui nous avait frappé, je lui ai demandé « Où est-ce qu'ils nous ont emmenés ?» Il m'a dit « On va vous fusiller ». Et à un moment donné, on est arrivé quelque part. Il y en a qui ont commencé à descendre du camion. Il y en a un qui a dit « Où sommes-nous » Et il y en a un autre qui lui a répondu « On est au fort Montluc ». Oui, ben nous, dans la cellule, que vous connaissez sans doute les dimensions, 1,80 m sur 2,20 m, et on était 9 dans la même cellule. Elle devait être par ici, je ne sais plus laquelle est-ce. Hein. Et vous voyez, il y avait un petit trou dans la porte, et il y a un renfoncement là-dedans. Il y avait un renfoncement où on mettait le pot de chambre dessous dans le renfoncement. Et la nuit, comme on était 9, on dormait tête à pied, il n'y avait pas de place. Il y en avait un qui se mettait dans le renfoncement comme ça. Quand il n'en pouvait plus, il demandait à un camarade de l'enlever et il se recouchait à sa place. 52 de mes camarades du bataillon FTP Mouille Carmagnole à Lyon ont été arrêtés, torturés et morts sous la torture. Pas un seul n'a parlé sur la torture. Alors, que ce soit clair, ça n'était pas de l'héroïsme. C'était cette conviction absolue que nous nous battions pour un monde meilleur, que les sacrifices que nous consentions, ceux qui viendraient derrière nous allaient en profiter. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Sur le sol français, la résistance intérieure organise l'insurrection. La République est restaurée au fur et à mesure de l'avancée des troupes.
des Français issus de la résistance et non des officiers américains, comme le prévoyait Roosevelt, se substituent aux fonctionnaires de Vichy dans les administrations. Ceci a été rendu possible grâce au rapport de force gagné par De Gaulle, soutenu politiquement par le CNR face aux Alliés. Paris est libéré le 24 août 1944. Aujourd'hui, nous avons le droit de compter sur demain. Nous avons le droit de croire à demain. Nous avons le droit de regarder les yeux des enfants. Sur les dépouilles des fascismes, la notion de l'homme retrouve ses droits. Nous avons retrouvé aujourd'hui les droits de notre vie. Le droit de rire, le droit de parler, le droit de penser, le droit de prier, le droit d'être des hommes libres. Quand De Gaulle prend le pouvoir, on savait ce qu'il allait faire. Il allait appliquer, dans toute la mesure du possible, le programme du CNR, ce qui s'est passé. Le général de Gaulle va parler à la France. Et Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde. La France, elle veut faire que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Putain, c'est De Gaulle qui disait ça. Tu te rends compte? En même temps, on se doute bien qu'après la guerre, la bourgeoisie repasserait vite à l'offensive, tu crois pas? Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures et supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. Aux jeunes travailleurs, 3 semaines de congés payés. Pour les mères, prestations familiales doublées, allocations prénatales, primes à la naissance plus fortes et plus nombreuses, primes d'allaitement doublées, lutte contre la tuberculose. Toutes les réformes qui ont été appliquées entre 1945 et 1947, les nationalisations, le plan, la sécurité sociale, enfin pour ne mentionner que les plus importantes, c'était la résultante immédiate du programme de résistance. De Gaulle, il l'a accepté. Ces mesures sont passées à Libération rapidement et facilement, d'abord parce qu'il y avait un accord pour ces mesures. Et à la Libération, ce que nous on appelle aujourd'hui la droite est disqualifiée, très souvent assimilée purement et simplement à Vichy, que le patronat est lui-même très disqualifié à cause de la collaboration économique, etc. Bref, tout ça mis bout à bout, il y a un contrepoids qui n'existe pas temporairement. On voit très bien les choses se mettre en place à partir de 1948, y compris au niveau gouvernemental. L'unanimité forgée à grand prix dans la résistance, elle n'a pas tenu plus de 2 ans. Mais en même temps, ces 2 années-là sont cruciales parce que les réformes qui ont été faites pendant ces 2 années-là, c'est des réformes qui ont conditionné la vie de la France pour longtemps. Et au fond, il a fallu attendre, je dirais, les années 1980, et je ne serai pas plus précis sur les dates, mais pour commencer à voir, alors sous des coups de butoir divers, se déliter cet héritage-là. Durant les 30 Glorieuses, l'État social voulu par le CNR va continuer de se construire, même si les forces réactionnaires commencent à s'y opposer violemment. Pendant ce temps, le programme du CNR n'est pas enseigné. La résistance est racontée seulement à travers l'histoire de ses héros ou de leurs faits d'armes, et la pensée révolutionnaire en est écartée. Dans les années 80, le néolibéralisme déferle sur la planète et s'attaque frontalement à cet État social. Les idéologues de cette pensée relèvent le nez. Oui et où, Kessler? Eh bien, j'auto plus les enfants. 2009, le 8 mai Bagneux, ça doit être ça, je crois. Hein. Denis Kessler, il a osé écrire « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et socialistes et communistes. Et il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. » Kessler, il
trace le projet des néolibéraux. Et c'est quoi ce projet finalement? C'est la remise en cause de ce que j'appelle les 4 piliers de l'État social, c'est-à-dire la protection sociale, le droit du travail à la négociation collective, c'est le 2e pilier. 3e pilier, les services publics. Et puis 4e pilier, toutes les politiques économiques de soutien à l'activité, à l'emploi, c'est-à-dire les politiques budgétaires, les politiques monétaires, les politiques de redistribution des revenus, les politiques commerciales. Voilà, Kessler dit, c'est tout ça qu'il faut mettre à bas, ces 4 piliers de l'État social qui sont aussi le produit de l'héritage du CNR. C'est sur certains dispositifs de la politique économique que le néolibéralisme s'est imposé comme système, avec les dimensions suivantes: la finance libéralisée, le libre-échange, l'austérité salariale et la contre-révolution fiscale, c'est-à-dire l'idée que les riches, dorénavant, payent moins d'impôts. Ce que le néolibéralisme va faire à partir du début des années 80, qui va essayer d'inscrire dans les têtes l'idée que les principales décisions économiques et sociales se prennent dorénavant à l'échelle du monde. C'est une échelle par rapport à laquelle les citoyens n'ont aucune prise, parce qu'il n'y a pas de république mondiale. C'est le levier de la mondialisation. Première entreprise privatisée, Saint-Gobain. Les grandes sociétés nationalisées à la Libération devraient suivre, ainsi qu'une ou plusieurs chaînes de télévision. Édouard Balladur l'a annoncé, la vieille dame nationalisée en 1945 sera privatisée parce que le gouvernement veut, dit-il, changer les règles du jeu de notre économie. Il s'agit d'abord des 3 banques nationalisées. Depuis 30 ans, l'idéologie néolibérale a colonisé l'ensemble de la société et les gouvernements de gauche comme de droite se sont laissés embarquer sans se rendre compte que c'est leur pouvoir et ceux des citoyens qu'ils perdaient au profit des seuls marchés financiers. Les digues mises en place par le CNR cèdent petit à petit. Le retour du programme du CNR sur le devant de la scène viendra d'un appel lancé par de grandes figures de la résistance en 2004, puis par le rassemblement annuel Paroles de résistance au plateau des Glières. Résistants d'hier, résistants d'aujourd'hui, à côté de ce monument à la gloire des combattants du plateau des Glières, que nous disent ces héros? Ils nous disent: nous ne sommes pas morts, nous vivons en vous, poursuivez les luttes pour l'émancipation humaine. Un homme, disait Maxime Gorky, ça sonne fier. Soyons fiers d'être des hommes. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en érivant. Radio Campus ou campuslille.com. On retourne à la conférence avec une nouvelle question d'une jeune communiste. Après la Libération, quand vous avez commencé à voir justement les premières formes, en gros, d'application du programme du CNR, en tant que communiste, est-ce que vous y avez vu peut-être les prémices du socialisme et quelle déception aurez-vous eu après? Oui, au début, qu'on a cru. Ça, au début... On a été peut-être un peu trop laxiste en disant, mais oui, on l'a cru. J'avoue quand même, on avait les patrons devant nous, et quand il y avait des mouvements, quand même, on sentait qu'il y en avait quelque chose derrière, qu'on pouvait changer quelque chose. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il ne faut pas dire, les patrons ne sont pas des cons. Ils savent manœuvrer. Et bien. Dans la résistance, on était occupé par les questions militaires, disons, et après, engagé, c'était toujours les questions militaires, et avec peu d'informations, et on ne participait pas au débat politique. Ce qu'on a appris, on l'a appris après des mobilisations. Alors, évidemment... Une question aussi qu'on nous a posée quelquefois, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller plus loin à ce moment-là, en 1945? Bon, l'idée ne nous possédait pas, non. On avait conscience du rôle que l'Union soviétique, que l'armée rouge avait joué dans l'écrasement du nazisme.
on en était fiers et on en était heureux pour les conséquences aussi, hein, pour la possibilité d'imposer la paix dans le monde, et c'était cette perspective-là surtout qui nous motivait et qui nous a tenu longtemps. Mais pour le reste, disons, on a eu aussi assez vite quelques désillusions. De Gaulle avait été l'homme de la résistance, l'homme du 18 juin qui voyait plus loin que d'autres à ce moment-là une guerre qui allait devenir mondiale avec l'intervention des grandes puissances, y compris, il le savait, de l'Union soviétique. Il avait cette conscience-là, mais il a eu après la guerre aussi des défaillances, hein, le programme commun, le programme du CNR, décidément, il l'a appliqué partiellement pendant quelque temps, et on s'est débarrassé de Gaulle aussi. Il est parti, il ne tenait pas à aller jusqu'au bout non plus dans l'application du programme du CNR, et les années qui ont suivi, ça n'était plus sa tasse de thé, on peut dire, hein. Il est revenu en 58 avec un autre programme que celui du CNR. Et il est revenu en 58 en éclairant sa position. Ce qu'il voulait, c'était un pouvoir plus important au-dessus des assemblées. Et ma foi, il s'écartait là des conceptions du programme du CNR. Mais avant cela, moi, c'est seulement en septembre 1945 que j'ai été démobilisé, Guy aussi sans doute, on ne participait pas à la vie politique avant. Mais déjà, avant cela, déjà le 8 mai 1945, il s'est passé à Alger une répression contre le peuple algérien qui témoignait déjà d'une position aussi particulière qui n'était pas non plus dans le programme du CNR. C'est un des manques du programme du CNR, une des limites. Si ça n'y était pas, ça n'était pas par hasard, c'est parce que là aussi, il n'y avait pas unanimité non plus. Certains voulaient défendre l'Empire, c'est-à-dire aussi une certaine idée du colonialisme, alors que pour notre part, pour la part de beaucoup de résistants, hein, et en particulier ceux qui étaient influencés par le parti, on entendait aussi condamner le colonialisme et décoloniser. C'était la perspective qu'on voulait, mais qu'on n'a pas pu faire inscrire dans le programme du CNR. Et pour ma part, disons, j'étais sur le front de La Rochelle avec un régime FFI, et quelques jours seulement après le 8 mai 1945, la capitulation, on a emmené notre régiment en Algérie, parce qu'il y avait eu là-bas, on a compris après, mais ça, on n'avait aucune information à ce moment-là. Il a fallu qu'on arrive à Alger, on nous a fait défiler, on pensait que c'était le défilé de la victoire, c'est pour ça qu'on était si bien accueillis. En réalité, les pieds noirs, qui avaient certainement pour beaucoup une conception aussi de l'Algérie française et qui étaient inquiets aussi de voir les Algériens exiger plus de droits, hein, après la part qu'ils avaient prise dans les combats pour l'écrasement du nazisme. Eh bien, c'est des camarades algériens que nous avons rencontrés dans les rues d'Alger après, puisqu'on est resté quelques jours là. On a été reçus à une section du Parti communiste, au journal qui s'appelait le journal Liberté d'ailleurs. Ils nous ont expliqué ce qui s'était passé à Sétif, cette répression, et on a compris que c'était sans doute pour ça qu'on nous avait envoyés là, mais on leur a dit, nous, vous savez, on est un régiment de volontaires de la résistance et on ne nous engagera pas dans la répression. L'histoire est compliquée. Mais c'est dire que déjà, il y avait un écart entre la politique de Gaulle, qui gardait la vision et la volonté de défendre l'Empire, c'est-à-dire ce que le régime, notre colonisation nous avait apporté. Il voulait défendre l'Empire, il ne voyait pas la décolonisation s'opérer, et déjà c'était une divergence qui a porté conséquence après, puisqu'il a engagé la France dans la guerre d'Indochine et plus tard dans celle d'Algérie. Le programme du CNR contenait quand même des limites. On ne parlait pas de décolonisation et on ne rompait pas radicalement avec le capitalisme.
on n'instituait pas la dictature du prolétariat. Jean-Luc Mélenchon y voit quand même une grande dimension révolutionnaire. Bien sûr, le Conseil national de la résistance appartient à l'histoire de France, donc il appartient à tout le monde. Hein. Mais il ne faut pas quand même vider de son sens que c'est. C'est pas un colloque où des gens se sont réunis en se disant bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui serait bon pour le pays. Non, c'est les armes à la main que ça se passe tout ça. Le pays est occupé. On est en guerre. Et en fait, c'est une révolution qui est en cours. Pourquoi ? Parce que l'ancien ordre a été collaborateur intégralement. Je rappelle, un seul magistrat qui refuse de voter, de faire serment devant le maréchal Pétain. Un seul officier supérieur, celui du général de Gaulle, l'amiral Muselier. Et combien d'autres, hein ? Dans combien d'autres professions qui constituent l'encadrement du pays, sa dignité, jusqu'à la dernière minute, les Nord-Américains ont essayé d'empêcher le pays d'être lui-même. Ils ont tout essayé, le général Giraud, Darlan, d'accord ? Donc c'est dans le bruit et la fureur que la résistance produit son fruit, qui est le programme du Conseil national de la résistance. Donc c'est pas possible d'imaginer le programme sans la révolution, parce que sinon on ne faisait pas tout ça. On faisait ce qu'ont fait les autres avant, c'est-à-dire capituler et collaborer. Donc déjà commençons par ça. Si on parle du document, bien on examine le document. Si on parle du contexte, on examine le contexte. Le contexte, c'est la révolution. Le document, c'est l'intérêt général contre les intérêts particuliers. Quel est le moyen de l'intérêt général ? La délibération collective, la propriété collective, la souveraineté du peuple. Voilà le truc résumé. Je m'aperçois que ceux qui le récupèrent à droite ne veulent ni de la révolution, évidemment pas des armes, ni de la condamnation des collabos, ni du contenu. Donc, c'est pourquoi je dis commençons par pousser les escrocs. Et c'est très important d'écarter les escrocs intellectuels de cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'une de nos difficultés dans la transmission de l'héritage de la résistance est d'abord un acte intellectuel. On résiste à ce qui pourtant semble aller de soi. Ce qui semble aller de soi, c'est qu'on a perdu, c'est qu'on est vaincu, c'est qu'on est humilié. C'est que vous avez autour de vous plein de gens qui se disent « bon, après tout, hein ». Et puis bon, là bien, il y a ECAPA, il y a toujours des gens qui sont là pour expliquer que c'est comme ça et pas autrement. Et cet état d'esprit de la capacité de résistance, c'est le premier moteur du programme. Pas de programme s'il n'y a pas l'idée que ce qui est ne va pas de soi. Le quart des Français votent communiste à la Libération. Quand on va voter communiste. Alors, si on tient compte des caricatures actuelles, on va dire alors quoi ? Le quart des Français était pour le goulag, contre la démocratie, tout ça c'est des histoires. Le quart des Français est reconnaissant, sait que quelque chose existe du rapport de force avec le capital, qui lui a été largement collaborateur, hein, et s'identifie à cette cause. Donc il y a un rapport de force, perdons pas de vue cette idée. Quand ce rapport de force s'est détruit, parce que l'URSS s'est effondrée, du fait de ses contradictions, de ses limites, de ses crimes aussi, des crimes de ses dirigeants, on va dire, hein, tout le rapport de force est dégradé. Tout, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois, c'est du même endroit que ce qui a été construit s'est déconstruit. Et comme le rapport de force est déconstruit, alors évidemment, vous avez eu des gens qui, eux, sont parfaitement au clair, comme Denis Kessler, qui à ce moment-là est l'esprit fort du MEDEF, qui disent, ben voilà, le but c'est de démanteler tout ça. Il faut en finir avec l'esprit du Conseil national de la résistance. Le cœur de l'affaire, tout ça est un rapport de force entre capital et travail. La lutte vivante, c'est maintenant qu'elle a lieu. La semaine prochaine, vous allez à la manif à laquelle ont appelé les syndicats sur l'austérité, oui ou non. Le reste, c'est des phrases. La semaine d'après, vous allez défendre dans votre usine les malheureux qui marchent devant, qui sont vos camarades et qui défendent la boîte, ou vous allez rentrer vous cacher à la maison pour pas qu'on vous repère et pas être dans la liste de ceux qui vont être licenciés. Ça, c'est une responsabilité individuelle qui est au moins aussi intense que celle du gars qui est le long d'une voie ferrée pendant la résistance. Il est un aiguillage. Pas de bol, hein, c'est lui. Il ne peut pas faire autrement. C'est lui, ça va se savoir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse passer le train ou il arrête ? Qu'est-ce qu'il fait ? Chacun de nous est toujours mis devant la dignité de sa responsabilité. C'est ça qui fait de nous des êtres humains libres. Vous avez toujours aujourd'hui ceux qui trouvent que c'est très bien comme ça, et ils iront jusqu'au bout. Ils y sont d'ailleurs presque au bout maintenant. C'est plus nous qui décidons tout seuls de nos budgets, ça se décide ailleurs. Vous avez un commissaire qui répond à un ministre français, commencez par augmenter la semaine de travail,
Et puis réformer votre marché de l'emploi, après viendrait discuter, mais qui est ce type? Comment il ose parler comme ça au peuple français? On en revient toujours. Naturellement, ça n'a pas la violence d'une occupation militaire, hein, ni du meurtre de masse auquel se livraient les nazis. Bon, mais bien sûr, mais les fondamentaux, la manière de faire, c'est toujours la même. Vous résistez, vous tenez tête, ou pas? Ben là, ça vous trie l'humanité. Hein. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Tout au long de l'émission, nous avons entendu l'affiche rouge de Aragon, chantée par Monique Morelli. Il faut vraiment que vous soyez décidés à changer les choses de ce monde en disant « ça n'existera plus jamais ». Et nous pensions que c'était effectivement la période où nous allions changer ce monde que nous espérions vous laisser et que vous n'avez pas. Parce que indignez-vous, c'est pas suffisant. Il faut oser et agir. Voilà ce qu'il fallait dire. C'est un exercice qui peut provoquer des vomissements, ou des vertiges ou des déséquilibres. Travail du cervelet, travail de la rate, travail du foie. Ça va vous secouer un petit peu. Et voilà le travail. C'était Travaille ta gauche, l'émission qui s'adresse à votre entendement les premiers et troisièmes lundis de chaque mois sur Radio Campus 106,6 et campuslille.com. Rendez-vous le lundi 26 janvier à 8h avec cette question. Un bon musulman doit-il lire Charlie Hebdo? Retrouvez nos émissions sur YouTube, Travaille ta gauche. Vous écoutez Radio Campus, la radio qui blasphème le bon son. Radio Campus 106,6, libre de passer du bon son. Mais t'avais dit que tu passais du bon son? Oh, mais j'avais pas promis. Et puis je suis libre. On est libre! On est libre! On n'a pas peur! On n'a pas peur!